Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 4 novembre 2022. Nous allons attaquer les nouvelles avec notamment le discours de Lagarde d'hier qui nous explique que la récession n'arrêtera pas l'inflation. Je ne sais pas quoi dire de cette phrase qui m'a choqué, clairement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, ça ne m'étonne même plus du discours de Lagarde. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous aimez le travail que j'effectue et que vous voulez me soutenir, likez et partagez cette vidéo, ça aide énormément au niveau de l'algorithme de YouTube. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment d'y aller. Ensuite, nous avons les inscriptions au chômage qui sont tombées aux US, alors, qui n'est pas le taux de chômage, mais les inscriptions au chômage, elles sont légèrement en baisse, en tout cas un petit peu plus basses que déjà ce qui était pricé. Donc ça nous titille un petit peu sur un taux de chômage qui risque d'être soit identique, soit un petit peu à la baisse, le taux de chômage à 14h30 qui arrive. L'annonce du taux de chômage très important, parce que le taux de chômage va déterminer s'il est en baisse. Ça veut dire que le marché financier se dit que la Fed a globalement les coudées libres pour continuer à augmenter très fortement les taux, donc forcément on aura une réaction baissière. Si on a quelque chose qui est stabilisé, bon, ça devrait pas trop bouger. Si on a quelque chose qui monte, on aura certainement une réaction haussière du Nasdaq, du SP500 et globalement du marché américain en général. L'autre chiffre qui est tombé hier, c'est le PMI qui est en baisse, qui est toujours au-dessus de 50, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une contraction économique, mais qui est en diminution, donc ça veut dire qu'on a une expansion qui est moindre. Alors ça va être intéressant de voir le PMI sur l'année, et surtout voir le PMI de l'année prochaine. Ça va être très très intéressant et très fort, je pense que là-dessus on n'est pas préparé à voir ça. Ensuite, on attaque dans les news crypto avec André Crange qui semble revenir sur Phantom. Alors bon, je vous rappelle que André Crange est un des développeurs phares de l'écosystème Phantom, qui participe à énormément de projets DeFi. Quand il est parti, ça a été un cataclysme au niveau de Phantom. Le cours a pris moins 40% dans la tête et n'a pas réussi à remonter. Alors je vous l'ai déjà expliqué que déjà ce n'est pas forcément quelqu'un qui en lui-même est essentiel pour la blockchain Phantom, mais surtout qui a une forme d'aura au niveau de l'écosystème très importante. Et surtout, c'est quelqu'un qui a déjà fait ça, qui est déjà sorti en disant « j'arrête » et qui est revenu. Et là, il semblerait qu'il nous refasse la même chose avec « je suis parti en mars » et là, il a posté « here we go again », il a mis sur Twitter.ftm et il a changé son LinkedIn en disant qu'il revenait sur Phantom, à voir ce qui va se passer réellement, mais en tout cas, le cours de Phantom a explosé, plus de 20% directement suite à cette annonce. Bon, une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop ce personnage-là, c'est que il y a eu déjà des suspicions la dernière fois, comme quoi c'était de la manipulation de cours qu'il effectuait. On sait jamais, j'ai envie de vous dire, faites quand même attention là-dessus. Phantom, c'est un actif que j'aime beaucoup. Le problème, ça va être qu'on a des petites choses comme ça qui arrivent et qui risquent de dénaturer un petit peu vraiment la technologie qu'il y a derrière Phantom. On continue les nouvelles avec notamment Meta qui continue son chemin dans les NFT avec un nouveau partenariat. Partenariat qui sert principalement à stocker les NFT qui vont être créés sur Instagram. Pour rappel, ils ont annoncé avant le partenariat avec Polygon, du coup Polygon a éclaté pour notamment la gestion des NFT. Et maintenant, c'est le stockage des NFT qui va être géré par Arwave, donc le token AR qui a pris pareil une grosse accélération haussière, et on voit que Meta avance petit à petit dans la notion du Web3. On savait déjà qu'ils allaient en rentrer dedans, mais ça y est, c'est officialisé. Là, on a les partenaires qui sont mis en place, donc on va pouvoir avancer, je pense, on va avoir un certain nombre de choses qui vont arriver sur la plateforme Instagram. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce qui est en train de se passer aussi sur Twitter, avec le partenaire Elon Musk, CZ, donc CEO de Binance, où on retrouve en effet Twitter qui risque de devenir un acteur majeur du Web3, bon, c'est intéressant de voir qu'on a une mise en avant des crypto-monnaies et des crypto-actifs sur la totalité du public et donc sur la notion de mass adoption, et on n'en est vraiment pas loin, je pense. Technologiquement, il nous manque encore un certain nombre de points, notamment la gestion de la scalabilité et la sécurisation. En tout cas, sur la promotion des crypto-monnaies, on n'en est pas loin d'être vraiment très bien sur du mainstream qui fait une adhésion au Web3. C'est terminé pour la partie
news, on va attaquer la partie technique. Je vous rappelle que le Discord est gratuit et à disposition en commentaire et en description. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est un lieu qui regroupe plein d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Donc c'est avec plaisir que on vous accueille et que vous participez à cette belle communauté. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, ceux qui veulent soutenir le Discord, nous avons mis en place un premium avec plein d'avantages, beaucoup de contenu, il y a plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formation qui augmentent toutes les semaines, le tout formaté et regroupé dans un parcours pédagogique pour justement apprendre facilement. On met en place des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, il y a des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché pour vous donner toutes les informations. Globalement, tout pour nous soutenir, avec tout pour aller plus loin. Si vous êtes intéressé, en haut à droite, je vous mets un petit lien pour regarder cette vidéo qui vous explique un petit peu tout ce qu'on propose. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Là, je n'ai cité qu'une petite partie. On attaque la partie technique. Partie technique qui commence par notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste vague 1, 2, 3, 4, 5 terminée en avril 2021. Donc nous avons terminé un schéma de 5 vagues d'impulsion. Nous sommes actuellement dans le retracement A, B, C. B avec extension, C avec extension, et au niveau de la C, nous sommes dans une zone intéressante dans laquelle c'est l'extension 382, avec un order block classique. On est sur quelque chose qui est en lui-même très intéressant au niveau de la zone, donc c'est quelque chose qui peut s'arrêter ici, très important. Ensuite, où nous sommes? Nous sommes toujours entre 618 et 786, donc toujours dans une zone de réaccumulation pour de l'achat long terme. Ici, nous sommes dans quelque chose sur lequel c'est toujours intéressant d'acheter quand on planifie la mise en place d'une stratégie long terme avec des cryptoactifs et notamment le BTC qui reste quand même représentatif de l'ensemble des cryptoactifs. Et nous sommes actuellement quand même dans une zone sur laquelle on pourra avoir un travail du coup, une zone de neutralité. Zone de neutralité, pourquoi? Parce que je vous rappelle que lorsqu'on termine des schémas héliotistes, les 5 vagues d'impulsion, il y a deux possibilités. Soit on termine dessus et on commence un nouveau schéma héliotiste fort, soit on range, donc on arrive dans une zone de neutralité. Zone de neutralité qui a tout son sens ici, avec notamment une zone qui pourrait être de 25 000 à 15 000, sur lequel on pourrait avoir justement une zone de neutralité pendant un certain temps pour pouvoir travailler. Pourquoi 15 000 ? 15 000 parce que nous avons notamment le 786 qui se trouve ici, qui correspond au top de la 1, donc une zone de résistance très forte avec un appel de prix notamment du 272, d'une continuité baissière de cette impulsion baissière. À savoir que là actuellement nous sommes dans le 1,1, donc dans les 10%, donc on est sur quelque chose qui est assez classique. Du coup, on irait potentiellement chercher les 15 000. Je dis bien irait potentiellement, parce que je ne suis pas forcément sûr et certain et qu'on ait un intérêt à descendre si bas. Surtout quand on voit que malgré la macroéconomie qui est compliquée, on a une résilience du BTC. Je vais vous le montrer tout à l'heure notamment avec une illustration sur le Nasdaq. On a une résilience du BTC, on a une résilience des crypto-monnaies, des crypto-actifs sur le marché classique, notamment grâce aux deux purges qu'il y a eu avant. On a quelque chose qui est plutôt, qui tient réellement. Malgré le fait qu'on a des targets, en effet, à 15 000, voire même target à 10 000 avec le 1,618 d'une prolongation A sur B, donc qui nous amènerait ici dans un order block intéressant, et nous avons ici notamment une résistance Ichimoku, long terme en monthly, qui pourrait représenter une zone de support très fort. Mais bon, pour moi, les 10 000, comme je vous l'ai dit depuis un certain temps, j'y crois pas trop dans l'état. Il faudrait vraiment avoir une très grosse news fondamentale qui vienne breaker un petit peu tout ça. Là, on n'en est pas là du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer ici, parce que nous avons notamment la belle accumulation qui est en cours, accumulation de Wyckoff, avec un SC, un AR, un ST qui est en cours. Alors, ST qui a été plus ou moins fait ici dans les lots qui ont été faits là, et ensuite on a une réaction haussière qui est en train de se faire. Ce qu'on attend d'une accumulation de Wyckoff, c'est globalement des mouvements haussiers et baissiers qui vont renforcer des résistances haussières et baissières pour ensuite faire des incursions avec une mèche, récupérer la liquidité, faire un mouvement opposé, aller récupérer la liquidité en bas, par exemple en faisant le STB, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est assez classique sur du Wyckoff, donc on irait prendre plus bas que le SC, donc on irait faire un plus bas, juste avec une mèche,
et ensuite structurer en hausse avec une réaction haussière. Ensuite, on peut avoir un spring, donc qui est encore une nouvelle accélération baissière, mais là, en l'état, on n'en est quand même pas là, parce qu'on n'avons toujours pas fait de STB, et est-ce qu'on est obligé d'avoir un STB? C'est la grande question qu'on me pose assez régulièrement. Nous ne sommes pas obligés d'avoir un STB, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le principe même de Wyckoff, c'est de créer des zones de liquidité, d'accord, des zones de résistance que l'on peut avoir. On en avait une notamment qui est en train de se faire ici, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais montré qu'on avait des zones de résistance sur lesquelles on avait une première accélération baissière, hop, ici, c'était là, on avait une deuxième, on avait un genre de canal qui s'était mis en place de cette façon-là, où justement on avait créé des zones de résistance, on était allé les chercher une fois, deux fois, trois fois avant de casser baissier, prendre la liquidité baissière, réintégrer et repartir. On était sur quelque chose qui était assez solide. Voilà, de cette façon, on avait pris les lots. Et donc pareil, on s'était arrêté sur la partie basse du canal, qui s'était passé, on avait cassé baissier, réintégré le canal pour recasser. Ça, c'est vraiment en fait de la création de liquidité et derrière de la récupération de liquidité. C'est le principe même d'une accumulation, c'est prendre de la liquidité pour pouvoir accumuler un maximum avant de déclencher un mouvement fort. Par contre, quelque chose qui est symptomatique d'une accumulation, c'est toujours un mouvement contradictoire avant l'accélération haussière, dans le cadre d'une accumulation. Ce qu'on va attendre, là, principalement, ça serait justement de créer un momentum, par exemple, alors ça c'est juste de l'hypothèse, hein. Je ne dis pas que ça se passait comme ça, mais créer un momentum haussier, pour pouvoir favoriser la mise en place de longues ici, donc je ne parle pas des longues qui sont en bas, hein. Les longues qui sont en dessous de 17 000, pour moi, j'ai tendance à considérer que c'est pas forcément rentable pour un market maker d'aller chercher ces longues-là, mais créer un momentum haussier pour créer des longues proches, d'accord, voire même aller retester des zones en fait retail assez simples sur lesquelles on aurait le canal, l'ancien canal, on irait le retester, donc quelque chose d'assez fort, et ensuite break baissier fortement pour liquider toute cette partie-là. Et globalement, soit faire un plus bas aller récupérer ça, soit aller récupérer ça, soit tout simplement récupérer un maximum de liquidité avant de faire un mouvement haussier. Si on récupère suffisamment de liquidité pour pouvoir repartir, c'est le but. Le but n'est pas forcément de breaker les structures. Le but de Wyckoff, c'est la liquidité et ça restera toujours la liquidité. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est vrai que les structures sont liées, étant donné qu'on retrouve de la liquidité au niveau des structures, parce que là, nous avons le lot qui est protégé est ici, donc ça veut dire que là, nous sommes dans une structure haussière de cette façon-là, tant que nous n'avons pas cassé ici. D'accord? Donc nous irons normalement casser cette zone-là, donc c'est quelque chose qui est attendu, donc les personnes sont en train de se positionner en longue majoritairement, et derrière, justement, on pourra avoir un mouvement contradictoire pour casser les liquidités derrière, en préservant les lots qui ont été faits, et s'il y a beaucoup de liquidités ici, on ira potentiellement chercher ça, d'accord? C'est un petit peu l'idée, parce que j'ai tendance à considérer que là, on n'a pas forcément de signe de baisse forte, malgré la macroéconomie existante, pour plusieurs raisons. C'est que nous avons, quand on compare un petit peu, là je vais changer par rapport à ce que je fais d'habitude, quand on regarde un petit peu le Nasdaq, et qu'on compare rapidement avec le BTC, on voit qu'on a une forme de résilience assez forte. On n'a pas pris vraiment les 1, 2, 3, 4 bougies qui ont eu lieu, qui ont été plutôt négatives, on a plutôt tenu ce qui se passait. Quand on regarde dans une heure, on voit qu'on tient. On tient le bon bout, on a des zones de résistance, oui, on a des cassures baissières qui sont effectuées pour des prises de liquidité, et après, mais globalement, on tient les 18 000, on ne casse pas en dessous, et pareil, les 20 000 sont une très très bonne zone dans laquelle actuellement on est en train de structurer au-dessus. On est vraiment en train de structurer au-dessus, et par rapport à ce que je vous avais expliqué, en vous disant que potentiellement on pouvait aller chercher notamment le 1,618, voire le 1,1 dans les 20 000, on est en train de s'en rapprocher. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand j'ai commencé à faire cette vidéo, ici, j'ai vu justement qu'on commençait à avoir une accélération haussière qui est en train de se structurer, et justement, cette accélération haussière, ici, il faut comprendre qu'on avait pas mal de liquidités de personnes qui étaient en short, pour une continuité baissière. D'accord, principe, là on est dans une continuité baissière, on n'a pas fait de l'eau ici, mais en tout cas, là au niveau des tops, on ne casse pas. En général, les gros tops sont toujours présents, et on ne casse pas, donc ça veut dire qu'on a une volonté à descendre plus bas. Et donc ça veut dire que les personnes sont positionnées majoritairement ici en disant, ok, ça c'est le top qui va être protégé, on se positionne en short, on place nos SL ici, on casse baissier,
Et on se place, et le problème c'est qu'on a eu un retournement du marché, avec derrière un short squeeze qui s'est effectué, petit short squeeze, tout petit, par rapport à ce qu'on a pu connaître, on a quelque chose en 1 heure, assez fait, mais qui montre justement qu'on est en train de chasser les liquidités, et surtout, que je vous rappelle, que là actuellement, on est dans une zone horaire qui n'est pas forcément liée directement au marché US. Donc là, on est plus sur un marché asiatique, dans lequel on a des problèmes de liquidité, on le sait quand on regarde les différents exchanges, on sait qu'on a des gros problèmes de liquidité. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire là actuellement? C'est la schématique que je vous explique depuis un certain temps, depuis qu'on est arrivé dans cette zone-là, c'est qu'on a deux possibilités. Soit on part sur une distrib, soit on part sur une réaccumulation. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est du classique, oui, tout à fait, sauf que cette première partie, on peut considérer que c'est une distrib. Ici, le fait qu'on n'ait pas cassé ce lot-là, nous donne l'information que potentiellement on peut être sous une forme ici d'AQ. D'accord? On peut être sur une forme d'AQ, donc distri AQ égale réaccumulation de Wyckoff, quelque chose d'assez simple. Et quand on va regarder un petit peu l'order flow est en train de nous donner un petit peu raison. Là, ça y est, je vous avais dit qu'on était plus sur une distribution hier, avec notamment une diminution des top traders et une augmentation des totalités des comptes sur Binance, et derrière une chute de l'open interest. On voit que l'open interest est en train de se stabiliser. Et derrière, on est en train de restructurer aussi. D'accord? Légèrement, on est en train de structurer aussi. Et ici, on est sur quelque chose qui est plat. Donc ça veut dire que, là, actuellement, on pourrait être dans la mise en place d'une accumulation de Wyckoff. Il va falloir attendre, je pense, certainement, semaine prochaine pour pouvoir bien le voir, ou ce week-end, si jamais ça travaille. Alors, c'est là où j'ai un petit peu peur, c'est que le week-end, en ce moment, on est plus sur des bougies, sur des micro-bougies, même si, bon, ça me fait un petit peu mentir le week-end dernier, mais on est plus sur des petites bougies de ce style-là, sur lesquelles on a très très peu de volume. Le week-end dernier est quand même quelque chose sur lequel on a eu pas mal de choses, avec du volume qui était assez présent, une continuité baissière, donc pourquoi pas avoir ça ce week-end, pour pouvoir valider une accumulation lundi-mardi, et ensuite avoir un cycle haussier sur lequel on a des targets, on a très clairement des targets. On sait qu'on a les 22 000, sur lequel on a la prolongation haussière de cette impulsion haussière, à 1,618, donc nombre d'or d'extension de Fibonacci. On a l'imbalance qui se trouve là, on a une zone de support très forte, enfin de résistance très forte, qui se trouve ici. Bon, là en l'occurrence, on a quand même une forme de cohérence très très forte, de là où pourrait se trouver une prochaine réaction du cours. Donc on pourrait avoir une réaction haussière, prise de liquidité des shorters, aller chercher notamment les 22 000, travailler les 22 000, soit faire ici une inclinaison haussière avec un travail du cours pour après repasser à la hausse et aller casser notamment ici cette liquidité-là. Bon, là on n'en est pas encore là. Pour moi, on a toujours cette partie-là. Partie-là qui est conforme par rapport à ce qu'on peut considérer ici, le présent. Accélération haussière, retracement, on ne casse pas les précédents lots. Donc on est toujours dans un retracement haussier, donc on est dans une structure court terme haussière, donc une volonté à aller recasser ce top-là à minima. Après, moi, l'idée générale que j'ai serait plus la mise en place d'une forme de compression qui pourrait se faire de cette façon-là, dans lequel on aurait le cours qui comprime pour pouvoir créer de la liquidité, pour pouvoir créer un mouvement, d'accord? Le problème là actuellement, c'est qu'on n'a pas de liquidité sur le BTC, on n'a pas de liquidité, enfin assez peu de liquidité sur les cryptos en général, et donc forcément, il va falloir créer de la liquidité pour pouvoir créer des mouvements, et la création de liquidité ne se fait pas en 1 heure, mais se fait plutôt en daily, voire même en weekly, et là, on voit la tête de ce qui est en train d'être construit, on pourrait dire en effet qu'on va se diriger vers une compression des liquidités pour pouvoir entamer un mouvement. Bon, c'est un petit peu l'idée que j'ai depuis un certain temps et que je vous présente depuis un certain temps. Alors Nasdaq, on y retourne pour voir qu'on a fait quand même une grosse bougie hier négative, normale, avec justement l'annonce de Powell la veille, plus les annonces des chiffres PMI, plus les inscriptions chômage, ça augure rien de bon. Le taux de chômage va être déterminant. Est-ce qu'on va casser ici ou pas? Voilà, ça c'est la grande question. C'est est-ce que là on est en train de retravailler la zone très forte sur laquelle on est dans une continuité de 1-1, d'accord? Donc là je vous avais dit 1 potentiellement, là on est allé chercher le 1-1. On est allé chercher le 1-1 de cette impulsion baissière. Le fait d'avoir cherché le 1-1 me dit que potentiellement on peut se retrouver sur quelque chose qui risque d'être assez agressif avec une cassure ici du lot, d'accord? Donc là c'est un petit peu ce que je suis en train de me dire. J'avais tendance à penser que potentiellement on pouvait retravailler l'order block et travailler, bon on l'a totalement transpercé, on est allé chercher liquidité en dessous de ces deux bougies là, on n'a pas construit en dessous, mais quand on voit comme d'habitude un début qui est en train de se passer comme ça, on a tendance à se dire que en effet on va clôturer en bas, et si on casse en dessous de ces bougies là, ça sous-entend qu'on va aller casser ce lot là, et donc derrière quelque chose qui va se structurer de cette façon là, avec potentiellement une target
ici à 10 200, voire même 10 000, voire même 10 000, aller chercher les 10 000, retester les 10 000, pour après essayer de structurer haussier. Heureusement dans ce cas-là, que le BTC, je le rappelle, est relativement résilient. Est-ce qu'on ira retester les 18 000 si jamais on braque baissier en dessous, enfin dans les 10 000 du Nasdaq? Il y a des grandes chances. Mais est-ce qu'on va casser forcément à 15 000 parce que ici on va chercher les 10 000? Je vous dis non. Je vous dis clairement non. La chute effective qu'il y a eu là, pour rappel, où on est passé de 11 000 à 10 500, bon, il y a eu assez peu d'impact côté crypto. Donc là-dessus, il faut vraiment relativiser. L'autre point, c'est le DXY. DXY sur lequel on a eu quand même des grosses envolées. Je pense que potentiellement, il y a des grandes chances qu'on aille retester ici les 113, enfin les 113,9, donc les 114, pour aller prendre potentiellement la liquidité de cet equal high qui se trouve ici, pour après faire une continuité baissière. C'est un petit peu l'idée, donc ce qui serait en même temps conforme à l'idée que l'on a au niveau du Nasdaq serait une continuité baissière dessus, avec le DXY qui appuierait assez fort. Par contre, au niveau des cryptos, ça sous-entendrait que soit on serait sur une forme de ranging assez longue, le temps que ça se passe, soit une continuité baissière pour aller chercher ici le 1,618, target que je vous avais donné, en train de se faire. Bon, je pense que ça c'est plus sur du long terme, mais là pour moi ce qui m'intéresse vraiment au niveau du BTC, ça va être vraiment est-ce qu'on est sur une réaccumulation ou une continuité baissière à refaire l'accumulation sur le 1,618 un petit peu plus bas. Là on en est quand même encore loin, mais ça pourrait arriver assez vite dessus, donc c'est pour ça qu'il va falloir surveiller notamment l'order flow qui va nous donner un petit peu les informations. Sur le DXY, l'autre possibilité, c'est tout simplement ici d'avoir une continuité baissière. On a atteint un niveau intéressant sur lequel on a récupéré l'ensemble des corps de bougie. Derrière, on fait une continuité baissière du coup qui donnerait de l'espace au Nasdaq pour pouvoir soit ranger, soit pousser, et surtout de l'espace au BTC et au cryptoactifs pour pouvoir aller travailler des zones un petit peu plus haute, et donc du coup aller dans cette schématique des 22 000 retravail. Voilà un petit peu les deux indicateurs qu'il va falloir surveiller pour déterminer, et on va clôturer sur quelque chose qui va être les obligations, où on voit justement ici en blanc le taux fédéral qui est passé à 4%, donc par rapport à l'annonce de mercredi, et les différents taux de rendement, le yielding sur les bonds US. D'accord, là en l'occurrence, on voit qu'on a une augmentation des taux, ce qui est normal malgré la baisse qui avait été effectuée. Je vous avais dit que c'était plutôt bon signe d'avoir une baisse qui est en train de se structurer. C'est plutôt bon signe, en effet. Par contre, ce qui n'est pas forcément bon signe, c'est qu'on est ici, les taux de yielding, avec le taux de l'open interest qui commence à se rapprocher. Si le taux de l'open interest continue à monter pour viser les 5%, voire les 5,5%, l'objectif un petit peu que j'ai, moi, c'est cette box-là, sur lequel on aurait un travail, ça voudrait dire que soit le yielding continue à pousser, donc ça veut dire que le DXY continue à monter parce que on va avoir une valorisation beaucoup plus forte du dollar, étant donné qu'on va acheter du dollar pour pouvoir acheter de la dette américaine, donc ça veut dire qu'on aurait derrière toujours cette schématique de DXY pousse, le Nasdaq soit range soit casse, et le BTC va ranger pendant un certain temps, le temps que justement on ait un DXY qui descende. DXY qui descendent d'ailleurs, qui est très intéressant parce que on attend un petit peu ça, ça fait quand même longtemps qu'il pousse. On se remet en hebdomadaire pour vous montrer. Voilà, de 2021 ça pousse, voire même, si on regarde, hop, on remonte un petit peu, 2008, le DXY, l'index dollar, monte très fort. Du coup, ma question elle serait, qu'est-ce qui va se passer si on termine cette ascension du DXY, donc du dollar, et qu'on rentre dans un cycle de dollar baissier? Qu'est-ce qui va se passer pour le BTC? Le BTC a performé à l'heure actuelle avec un DXY qui était en progression constante. Que se passerait-il maintenant si on était sur une fin d'accélération du DXY et qu'on avait un dollar qui diminue en force? Que se passerait-il sur le BTC? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.